Ces images, qui ont la chaleur d'une actualité à peine défunte, portent un millésime 1958. Pendant des mois, à l'exposition universelle de Bruxelles, la jeunesse attentive, passionnée, a pu assister à cet étonnant spectacle, 50 nations lancées dans une lutte constructive qui engageait le génie de chacune et qui, finalement, enrichissait le savoir des hommes et la beauté. Et puis vint le jour, l'heure du bilan, du pacifique règlement de compte. Et la France reçut sa part de louanges et d'estime comme ses voisins. Mais il se trouva que son pavillon, j'entends l'architecture de la maison française, fit l'objet dans le monde entier de commentaires, d'échos, d'études, de surprises, de critiques et de louanges tels que nous nous sommes posé la question « Pourquoi ?» Eh bien, avant de commencer leur travail, les architectes français se sont aperçus que leur terrain était sans consistance, mou, et par conséquent, incapable de supporter le poids d'une immense construction couvrant 11 000 mètres carrés. C'est ainsi, très exactement, que se posait le problème. Alors, vous avez sous les yeux le socle unique qui supporte tout le poids du pavillon français. Une seule pyramide de béton de 16 mètres carrés de base, pas un de plus, d'où s'élancent tous les bras de l'édifice. À partir de ces données, il fallait assurer l'équilibre de ce bâtiment qui repose sur son socle unique, ici. Et ce fut le lot de cette flèche de 90 tonnes qui joue le rôle de contrepoids. Et l'on imagina alors de donner au toit cette forme étonnante, une surface géométrique évoquant une double selle de cavalerie, ce qui assure sa solidité. Et puis encore cet aspect imprévu, qui rend le toit plus léger. 40 millions de visiteurs, de témoins, ont pu constater l'audacieuse, la provocante réalité du pavillon français. Et vous croyez que cette réussite a été uniquement commandée par les circonstances? Pas du tout. Il s'agit au contraire de la manière, du phénomène français le plus normal. On avait déjà entendu dire ça à propos de la Tour Eiffel, orgueil de la belle époque. Et aujourd'hui même, quand il s'agit d'exemples empruntés au gigantisme industriel, de ces constructions provocantes qui sont des pièges à ingénieurs, on dit encore quelquefois que l'esprit français s'accorde bien avec les exercices acrobatiques. Par exemple, il est probable que les constructeurs du canal du Rhin se sont sentis à l'aise quand on leur a demandé de transformer un vieux fleuve romantique en un distributeur de richesses. Comme ceux-là d'ailleurs qui ont conçu les tonnantes caravelles n'ont pas manqué de passer un heureux moment. Comme les spécialistes du bathyscaphe, ils doivent éprouver une totale satisfaction quand ils nous donnent rendez-vous demain à 11 000 mètres de profondeur. Nonchalants, les Français s'étaient contentés de regarder leurs amis se battre pour la possession du pétrole. Mais voilà qu'un jour, leurs propres terres se mettent à leur faire des promesses. Alors ils réagissent. Le problème des recherches leur apparaît séduisant et les voilà proposant des méthodes qui étonnent. Il ne s'agit pas du tout de faire acte de vanité. Les Français n'inventent pas plus que les autres. Et le centre atomique de Marcoule doit évidemment beaucoup au génie universel. Mais les recherches qui s'y effectuent prennent à l'usage leur style particulier. Est-ce que tout ça ne voudrait pas dire qu'il existe une forme française de l'imagination? Tenez, je vais vous donner un bel exemple de l'imagination française au service des hommes. Voilà un petit objet, un drôle d'objet. Il a 4 pattes. Il s'appelle d'ailleurs un tétrapode. Il est sorti de l'imagination de ses créateurs le jour où l'on s'est aperçu que dans tous les ports du monde, les mers, les océans finissaient par mettre à mal, tôt ou tard,
les digues construites pour les briser. Vous allez voir comment le tétrapode a raison de la fureur des flots. Le voici grandeur nature à l'échelle de l'océan. Ces quatre pattes vont s'imbriquer tout naturellement dans celles des autres tétrapodes, qui forment une barrière rugueuse de pointes, d'enclaves, où s'useront les pires colères des houles et des tempêtes. La mer peut se fâcher, gronder, hurler. La carapace est invincible. Il suffisait de l'inventer, et maintenant tout paraît si simple. Évidemment, ces hommes à qui nous devons le tétrapode ont poussé bien au-delà leurs investigations, mais toujours dans le domaine de l'eau. Et nous apprenons ici que les chemins qui mènent aux grandes créations sont souvent jalonnés de tout petits gestes comme ceux-ci. L'étude des courants, celle des subtilités de l'hydraulique, se fait aussi avec des balles de ping-pong. À l'embouchure de la Rance, les marées un jour fourniront aux hommes un peu de cette énergie qui est le moteur de notre vie. Regardez-les, les inventeurs de Grenoble, occupés à préparer notre avenir avec une maquette à l'échelon d'un jouet et un sac de confettis. C'est une manière de travail que, décidément, les Français doivent bien aimer. Autre histoire. Elle se situe dans les Pyrénées-Orientales, en Cerdagne, à 1600 mètres d'altitude. C'est ici que les savants ont inauguré l'une des techniques les plus originales en utilisant la source intarissable de l'énergie du soleil. Ainsi est né le four solaire de Montlouis. Un premier miroir mobile suit le soleil à la trace et il capte ses rayons thermiques où qu'il se trouve, aussi longtemps qu'il se montre. Ensuite, il oriente le feu du ciel sur un miroir parabolique qui le réfléchit dans un creuset. C'est là où la chimie du feu intervient. Le fer coule en 30 secondes et les corps les plus réfractaires brûlent comme des torches. Ici, des hommes réalisent des températures de plus de 3000 degrés, alors que la surface même du soleil ne dépasse pas 6000 degrés. Les astuces de Montlouis témoignent avec éloquence pour l'imagination scientifique. Il est bien agréable d'imaginer que les spécialistes de la radioastronomie, qui est une science nouvelle, ont voulu situer leurs expériences dans un pays de légende. Car le fait est là. Des savants français ont préféré la Sologne, avec ses bruyères, ses bouleaux, ses silences, pour s'y mettre à l'affût du savoir avec leurs appareils diaboliques. Le problème est de capter les ondes de radio émises par le soleil et de les traduire. Ainsi, les confidences du ciel sont recueillies ici par un groupe de savants qui ont mission de tenir le compte scrupuleux de ces étonnantes informations en provenance de l'astre roi. De quoi sert ce rôle de comptable des émissions solaires? La science y trouve son intérêt majeur, bien sûr, mais pensez-vous que le rêve n'y ait pas aussi sa part? Je me suis laissé dire que le quotidien bulletin de santé du soleil, reçu par la voie des ondes, se rédigeait très aisément en français. Et voilà comment on prend des nouvelles du soleil. Vous connaissez tous cette image qui préfigurait une ère nouvelle. C'était le premier essor de l'attar volant, à la verticale. Un moteur nu, en équilibre dans le ciel. Un pilote à bord. Et nous, les témoins, nous nous posions tous la même question. Réussira-t-il jamais à passer à l'horizontale? Ce jour-là, eh bien, ce jour-là, toute l'équipe de l'attar volant, ingénieurs, pilotes, mécaniciens, tous ces hommes n'ont qu'une seule pensée, le lendemain, l'avenir. Le voilà. Plus d'attar, c'est le coléoptère, le P4.
Pour réaliser le prodige du vol à l'horizontale, la machine s'est transfigurée. Le moteur s'est blotti dans une aile futuriste, un anneau qui assure la sustentation. Et dans le nez du moteur, le pilote. L'air s'engouffre entre le fuselage et l'anneau. Vous allez assister maintenant au passage à l'horizontale. Après avoir visé au zénith, le P4 pointe lentement vers l'horizon. Que devient le pilote à l'instant où l'appareil se couche? Surveillez bien l'écran. Le siège bascule automatiquement en sens inverse. Il n'a pas encore tout à fait atteint l'horizontale. Il s'en faut encore de quelques degrés. Ça y est, le pilote retrouve sa position classique devant son tableau de bord. Regardez bien le P4. Peut-être sera-t-il le premier geste de l'aviation de l'an 2000. Voilà qui veut dire clairement 330 km à l'heure. Tous les hommes, il n'y a probablement pas d'exception, aiment passionnément jouer au chemin de fer. Que les Anglais ont inventé, seulement les Français préfèrent jouer à 330 km/h. Et leur amitié, leur goût, leur amour du grand jeu va bien au-delà de la simple griserie de la vitesse. Eh bien, au-delà et plus haut que le respect de la vitesse, il y a d'autres soucis pour les hommes du rail. Ces boîtes bourrées d'électronique, comme ces antennes cinématographiées à bord d'un train en marche, ont une claire signification que tout le monde demain saura. Cela veut dire que nous en sommes au train télécommandé, disons bien sans mécaniciens à leur bord, sans pilote, et lancé aux vitesses classiques sur les voies de circulation normales. Personne aux commandes, la motrice marche et obéit seule aux ordres d'un lointain régulateur des trains. Au-delà encore, un super automatisme s'est installé à la place de l'aiguilleur. Exemple, un doigt appuie sur 3 boutons, des lampes s'éteignent ou s'allument. À Marseille, sur un tableau de commande essayé pour la première fois dans le monde, des gestes comme ceux-ci, des jeux de lampes tout pareils, sont répétés 1000 et 1000 fois à longueur de journée, à longueur de nuit. Et cela veut dire que pour toute une région, les itinéraires des convois en marche, tous les convois, les omnibus comme les détenteurs de records, sont tracés et contrôlés avec une absolue sécurité par la machine. La machine qui enregistre, organise et prévoit. Une autre victoire des chemins de fer. Voici le triage automatique. Ici, les trains se font et se défont, 24 heures sur 24. Pour orienter les wagons vers leur destin compliqué, plus d'aiguilleurs, mais 7 machines qui tracent les itinéraires. Chaque wagon est représenté par une bille qui tombe, qui chemine en déclenchant les aiguilles au passage. Il a plu ici à la technique d'emprunter à la chorégraphie. N'est-ce pas que le triage automatique des wagons, quand il atteint, comme c'est le cas, une grande ampleur, rejoint les figures de ballet, avec leurs hésitations et leurs caprices? Donc, cette machine qui dessine les itinéraires des convois lancés sur les réseaux enchevêtrés du rail, tout comme celle qui forme ou disloque les trains, a le pouvoir de trier et de choisir. Voulez-vous vous en souvenir? Et nous poussons nos investigations encore plus loin, encore plus haut. Il s'agit alors de la machine qui est douée de mémoire, comme l'homme, mais sans défaillance, jamais. Quel que soit le nombre et la complexité des faits confiés à sa garde, elle n'oublie rien. Ces mécanismes secrets, elle les confie volontiers à notre examen, à notre curiosité, avec une sorte d'impudeur.
Voilà la tête grande ouverte de la machine qui se souvient. Il y a d'ailleurs une ressemblance évidente entre ces réseaux de fils, ces grappes de connexion et la moelle épinière de l'homme. Ce sont des régions nobles, un peu inquiétantes, passionnantes en tout cas. Nous savons que nous avons affaire aux réalisations d'une science toute jeune, spectaculaire, avec laquelle la naturelle curiosité des Français se sent en amitié. Et si nous atteignons maintenant aux sphères plus hautes encore, au domaine de l'intelligence pure, Alors la machine est dépassée. Il y a seulement l'homme, son imagination, le morceau de craie, un tableau noir. Au départ de toute science, de toute technique, il y a la recherche fondamentale, mère de toute découverte. L'Institut Henri Poincaré de Paris, où nous nous trouvons, est un des temples de cette recherche fondamentale. Et les 4 savants qui travaillent sous nos yeux sont à l'avant-garde de la mathématique mondiale. Bien entendu, nous tairons leur nom. Écoutons-les imaginer des univers. Vous voyez que dans le cas keplerien, le problème des transformations analytiques complexes est assez intéressant. Vous avez à la fois là la forme F qui est harmonique parce qu'elle est intelligible comme variante nulle, de telle sorte que automatiquement, lorsque l'on a une transformation analytique, son image par l'opérateur de structure presque complexe est aussi une transformation analytique. Et on peut étudier d'assez près la structure analytique complexe à l'aide d'une équation de type elliptique delta xi égale xi. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le cas des isométries? Les isométries sont des transformations analytiques particulières, et c'est un problème très intéressant. il est très sûr qu'ils ne sont pas nombreux ceux qui ont compris un seul mot de cet étrange langage. Mais il nous a suffi d'entrevoir jusqu'où peuvent atteindre ces regards qui vont beaucoup plus loin que nos horizons. Nous avons seulement voulu assister pendant quelques secondes à ces exercices les plus transcendants parce qu'il s'agit aussi d'un de ces domaines où la pensée française travaille avec commodité. Ainsi, la jeunesse est avertie. Les victoires de l'esprit précèdent toujours les réalisations les plus audacieuses. Tous les espoirs sont permis. Par l'intermédiaire de cette équation de type elliptique. J'ai pensé que le décor de cette maison de l'intelligence était tout désigné pour y apporter la conclusion de notre enquête rapide au monde de l'imagination française. Fort de ce que nous avons vu, je crois que nous pouvons dire aux Français qui ont 20 ans, soyez sans angoisse. Avec les instruments qui vous sont offerts, le monde de demain, vous le ferez.